C'était un artisan de l'ombre, un homme qui passait ses journées à dialoguer avec le bois. Sur la plus grande scène du monde, il présenta son chef-d'œuvre, un violon qui portait l'âme de sa famille. Mais le plus célèbre maestro de la planète le toisa avec mépris et l'accusa de supercherie devant tout le monde. Et alors que l'univers de l'artisan était sur le point de s'effondrer, son fils de 8 ans fit un pas en avant, changeant le destin de tous par une simple question. Le grand auditorium de l'Harmonie, qui accueillait le concours de l'Archet d'or de Mirecourt, était un sanctuaire. L'air sentait le bois ancien et l'attente fébrile, un silence quasi religieux seulement rompu par de discrètes toux. Sur scène, sous la lumière intense des projecteurs, Antoine Dubois, un homme aux mains calleuses et aux vêtements simples, tenait son violon comme s'il s'agissait d'un enfant. À la table du jury, le maestro Alain Lambert, une légende vivante de la musique classique, observait avec un ennui arrogant, son regard balayant les concurrents comme un roi inspectant des paysans sans valeur. Quand Antoine posa enfin son instrument sur la table de velours, un silence lourd s'installa dans la salle. Le maestro se pencha, ses yeux se plissèrent. Il se leva, marcha jusqu'à la scène, saisit le violon d'Antoine du bout des doigts et le souleva à la lumière. Puis, avec un sourire cruel adressé au public, il déclara d'une voix forte « Ce violon est une imposture, et je vais le prouver ». C'est à cet instant que le cœur d'Antoine s'arrêta. La vie d'Antoine ne se mesurait pas en heures, mais en couches de vernis. Son atelier, une petite pièce poussiéreuse à l'arrière d'une modeste maison, était son univers. L'odeur du cèdre et de l'épicéa était le parfum de son existence. Le son du bois sculpté par des outils usés par le temps, sa seule musique. Il n'était pas seulement un luthier, un constructeur de violons. Il était le gardien des secrets que lui avait murmuré son grand-père, un maître qui croyait que chaque arbre recelait un chant, et que le travail de l'artisan consistait simplement à le libérer. Il parlait avec le bois, sentant ses veines, ses nœuds, ses imperfections, traitant chaque pièce non comme un objet inanimé, mais comme un être vivant, avec ses propres souvenirs et son potentiel. Son fils, Léo, âgé de 8 ans, grandit dans ce sanctuaire silencieux. Un garçon calme, aux yeux vifs, qui ne jouait pas avec des petites voitures, mais avec les copeaux de bois que son père lui donnait. Il n'écoutait pas les paroles de son père, mais le son de ses outils, apprenant à distinguer le doux raclement du rabot de la coupe précise du ciseau. Il voyait comment Antoine traitait chaque morceau de bois avec une révérence presque sacrée, et comprenait, sans que personne n'ait besoin de le lui expliquer, que le travail de son père ne consistait pas à fabriquer des instruments, mais à donner une voix à la forêt. La routine était immuable. Se lever avant le soleil, travailler le bois avec une patience de moine, et à la fin de la journée, s'asseoir avec Léo sur le porche pour raconter des histoires non pas de gens, mais d'arbres anciens et sages. Mais cette routine paisible portait une ambition silencieuse, un rêve qu'Antoine nourrissait en secret, créer un violon parfait en utilisant une technique de traitement du bois que sa famille jurait être magique, un processus qui prenait des années et que les autres luthiers considéraient comme une légende. Quand l'annonce du prix de l'Archet d'or arriva, le concours de lutherie le plus prestigieux au monde, Léo vit une lueur différente dans les yeux de son père. C'était une chance, non pas de gloire ou d'argent, mais de validation. Une chance de prouver que la magie de son grand-père était réelle. Avec les économies de toute une vie, ils s'inscrivirent. C'est là, dans cette décision mue par un rêve silencieux, que tout commença à s'effondrer. Le désir d'Antoine n'était ni le trophée d'or, ni le prix en argent qui l'accompagnait. Il y pensait à peine. Son aspiration était plus profonde, presque spirituelle, tissée dans les fibres mêmes de son identité. Il s'agissait d'honorer une promesse silencieuse faite des années auparavant à son grand-père sur son lit de mort. Une promesse que la voix de la forêt, le nom qu'il donnait à leur technique secrète de traitement du bois, ne mourrait pas avec lui, ne deviendrait pas seulement une histoire racontée à voix basse. La technique était un héritage familial, un rituel transmis de génération en génération qui frisait le mysticisme. Il ne coupait pas le bois n'importe comment, il ne le voyait pas comme une matière première, il le récoltait.
Antoine et son grand-père parcouraient les forêts anciennes, à la recherche d'arbres nobles tombés naturellement, abattus par le vent ou le poids du temps. Ils croyaient qu'en mourant de façon naturelle, l'arbre gardait son énergie vitale, son âme, intacte dans le bois. Pour le monde moderne des luthiers, avec leurs étuves contrôlées et leurs mesures au laser, c'était de la pure superstition, du folklore de paysans. Pour Antoine, c'était l'essence de son art. Le processus de séchage était un exercice de patience. Le bois n'était pas placé dans des fours, mais dans un hangar sombre et aéré où il reposait pendant des années, parfois des décennies, séchant lentement au rythme des saisons. Antoine apprit à écouter le bois, à savoir quand il était prêt simplement en le touchant, en sentant sa subtile résonance. Et le vernis était le secret final. Un mélange complexe de résines rares, de sève d'arbres spécifiques et d'huile dont seuls eux connaissaient la formule. Son grand-père disait que le vernis ne protégeait pas seulement le bois, mais réveillait son âme, lui permettant de chanter avec la voix qu'il avait eue de son vivant. Antoine passa 20 ans de sa vie à travailler sur le violon qui l'emmènerait au concours. Chaque courbe, chaque sculpture n'était pas seulement techniquement parfaite, mais chargée de sens et d'histoire. Le bois de la table d'harmonie provenait d'un épicéa que son grand-père avait trouvé des décennies plus tôt, un arbre qui avait survécu à un incendie et qui, selon lui, gardait la résilience du feu dans ses veines. Celui du fond venait d'un érable qui avait poussé près d'un ruisseau, et Antoine jurait que les jours de silence, il pouvait entendre le doux bruit de l'eau courante dans la résonance du bois. Il ne construisait pas un instrument. Il unissait les âmes des arbres en un seul corps. Son vœu le plus cher était que, pour un seul instant, le monde de la musique, si obsédé par les noms célèbres comme Stradivari et Guarneri, si concentré sur les traditions établies et les règles rigides, entende ce son. Il voulait qu'un grand musicien, en jouant de son violon, ressente ce qu'il ressentait. Le vent dans les feuilles, l'odeur de la terre humide, l'histoire d'une famille qui avait consacré sa vie à écouter ce que le bois avait à dire. C'était une quête de reconnaissance, non pour lui-même, mais pour l'héritage invisible qu'il portait dans ses mains. Gagner l'archet d'or signifierait que la voix de son grand-père, la voix de la forêt, résonnerait pour toujours dans les grands théâtres du monde. Et pour un homme simple comme Antoine, cela avait plus de valeur que tout l'or du monde. C'était l'immortalité de son âme d'artisan. Le voyage jusqu'au concours fut le premier test, une épreuve du feu qui commença bien avant qu'il ne pose le pied sur scène. Les frais d'inscription, une somme exorbitante pour les moyens d'Antoine, consumèrent presque toutes ses économies. L'argent qu'il gardait pour une urgence ou pour l'avenir de Léo. Pour compléter la somme, il dut prendre une décision qui lui brisa le cœur, vendre certains de ses meilleurs outils. Ce n'étaient pas des outils ordinaires, c'étaient des extensions de ses mains héritées de son grand-père, chacune avec un manche en bois poli par des décennies d'utilisation, chacune portant la mémoire d'innombrables heures de travail. Vendre ces pièces, c'était comme vendre une partie de son histoire, un sacrifice silencieux dont seuls lui et Léo comprirent la profondeur. Le voyage en bus de 2 jours fut long et épuisant, un monde à part du luxe qui entourait certainement les autres concurrents. Tandis qu'il imaginait ses rivaux arrivant dans des voitures confortables ou des vols rapides, Antoine et Léo partageaient un siège exigu, l'étui du violon occupant l'espace d'une 3e personne. Antoine refusait de l'enregistrer ou de le mettre dans la soute. Il le serrait contre lui dans les virages, le protégeait du soleil qui filtrait par la fenêtre, le traitant non pas comme un objet, mais comme le passager le plus important de ce voyage. Léo, en silence, observait le dévouement de son père, comprenant que cet étui contenait bien plus qu'un instrument. Il contenait leurs rêves, leur honneur et leur avenir. À l'hôtel, un endroit simple et bon marché en périphérie de la ville, loin de l'éclat et du glamour du centre où se déroulait le concours, l'anxiété commença à ronger la confiance d'Antoine. La nuit, il surfait sur Internet avec son téléphone, lisant les interviews et les articles sur les autres concurrents. C'étaient des hommes en blouse blanche qui posaient dans des ateliers qui ressemblaient à des laboratoires de haute technologie. Ils parlaient un jargon qu'Antoine comprenait à peine.
Analyse spectrale du bois, vernis synthétique de dernière génération, impression 3D de composants. Ils avaient des sponsors, des logos d'entreprises célèbres sur leur tablier. Antoine avait ses mains, ses outils vendus et un secret de famille qui, à la lumière de cette modernité écrasante, commençait à paraître naïf, presque stupide. Le jour de la présentation préliminaire, la tension était palpable. Les couloirs du conservatoire étaient remplis d'hommes en costume, riant fort, exhibant leurs instruments comme des trophées de chasse. Quand Antoine, dans un coin, ouvrit son étui pour une première inspection, l'un des concurrents, un homme au visage arrogant et aux chaussures chères, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et laissa échapper un rire moqueur. « Il faut du courage pour amener du bois de chauffage à la compétition », railla-t-il, faisant référence à l'aspect organique et non industriel du bois d'Antoine. « Peut-être que ça servira à allumer la cheminée du maestro ». Antoine sentit son visage brûler, une humiliation qui le fit se recroqueviller intérieurement. Il referma l'étui, mais l'insulte resta suspendue dans l'air. Léo, à côté de lui serra la main très fort, un petit geste d'une loyauté immense. Plus tard, pendant les répétitions acoustiques, Antoine vit le maestro Alain Lambert pour la première fois en personne. L'homme était une tempête de charisme et de mépris. Il passait devant les instruments, les regardant à peine, son dédain était presque une force physique, et c'est là que la deuxième flèche le frappa. Un organisateur de l'événement, remarquant les vêtements usés d'Antoine, s'approcha avec une expression de fausse politesse. « Excusez-moi, monsieur, dit l'homme, le toisant de la tête aux pieds. L'entrée de service est par derrière. Êtes-vous sûr d'être au bon endroit ?» Chaque mot, chaque regard était une petite coupure, minant le courage qu'il avait mis une vie à bâtir. Le moment arriva. Le nom d'Antoine, Antoine Dubois, fut appelé avec une formalité froide qui ne correspondait en rien à la chaleur de son atelier. Il s'avança vers le centre de la scène, chaque pas résonnant dans le silence du grand auditorium. Les projecteurs étaient chauds et aveuglants, transformant le public en une masse informe d'ombre et de silhouettes. Il posa le violon sur la table de velours noir avec une délicatesse qui tenait de la prière, sentant les regards de centaines de personnes peser sur lui. Mais un seul regard comptait. Alain Lambert se leva lentement, un mouvement répété qui attira toute l'attention sur lui. Il s'approcha de la scène, non pas avec la hâte d'un juge, mais avec la cadence d'un acteur principal. Il tourna autour de la table, ses chaussures en cuir italien brillant, les mains derrière le dos, comme un général inspectant une arme douteuse. Le silence était total, dense. Il prit le violon. Son toucher était différent de celui d'Antoine. Ce n'était pas un toucher de révérence, mais de possession, de jugement. C'était le toucher d'un homme qui se sentait propriétaire de tout ce que ses yeux balayaient. Il le retourna, analysa la sculpture de la volute, la couleur du vernis, la texture du bois. Puis, il se tourna vers le public et un sourire lent et condescendant se dessina sur son visage. « Mesdames et messieurs », commença-t-il, sa voix de baryton remplissant la salle, sans avoir besoin d'un micro. Nous avons ici un exemple classique et quelque peu triste d'ambition surpassant le talent. Des murmures parcoururent le public, un bourdonnement de curiosité et de malice. « Cet artisan, dit-il, marquant une pause dramatique et sans même regarder Antoine, le traitant comme un objet d'étude, voudrait nous faire croire que ceci est une œuvre originale, une pièce de génie rustique, peut-être un trésor perdu trouvé dans une grange. » Il marqua une autre pause, savourant le pouvoir qu'il exerçait sur chaque personne dans cette salle. « Mais je connais ce travail. Je reconnais chaque ligne, chaque courbe, chaque défaut subtil. Parce que ce violon, mesdames et messieurs, est une copie bon marché de l'un de mes premiers projets. Un projet que j'ai moi-même abandonné il y a plus de 30 ans, parce qu'il était fondamentalement imparfait. » L'accusation tomba comme une pierre dans le silence. Plagiat, supercherie, l'hérésie suprême, la pire offense possible pour un artiste qui a consacré sa vie à l'originalité. L'air se raréfia. Antoine sentit le sang quitter son visage, le laissant pâle, glacial. Il voulait crier que c'était un mensonge, que ce violon portait l'âme de son grand-père, pas les ébauches d'un autre homme. Mais sa gorge se noua. Les mots moururent avant de naître.
Cet homme, continua Lambert, pointant maintenant un doigt accusateur vers Antoine, qui était paralysé, exposé, a probablement trouvé de vieilles esquisses que j'ai jetées, utilisé du bois de qualité inférieure, comme on peut le voir à la granulation irrégulière, et appliqué un vernis fait maison pour créer cette contrefaçon. Le mot « contrefaçon » fut prononcé avec un mépris tranchant, qui résonna dans toute la salle. Le public, auparavant silencieux, chuchotait maintenant ouvertement. Certains rirent, un son cruel qui transperça le cœur d'Antoine. Le mépris était une vague qui l'engloutissait. Il ouvrit la bouche pour parler, pour se défendre, mais tout ce qui sortit fut un son inaudible, un souffle de désespoir. Ses 20 années de travail, l'honneur de sa famille, l'héritage de son grand-père, tout était en train d'être défait, souillé, ridiculisé en quelques minutes. C'est une honte pour ce concours, conclut Lambert, sa voix sonnant maintenant comme celle d'un juge prononçant une condamnation à mort. Il reposa le violon sur la table avec un bruit sourd, un son de finalité, de rebut. Une insulte à la mémoire des grands maîtres et à tous les artisans honnêtes ici présents. Emportez cette pièce d'ici. Il se tourna et retourna à sa place dans le jury, congédiant Antoine d'un geste de la main, comme s'il chassait un animal indésirable de son jardin. Antoine resta là, seul sur scène, le visage en feu, le rêve de toute une vie transformée en cendres et en poussière. Il n'entendait plus les chuchotements, ne voyait plus les visages. Il était piégé dans une bulle d'humiliation et de silence. Les mains tremblantes, il prit son violon, l'œuvre de sa vie maintenant étiquetée comme un déchet, et quitta la scène, marchant comme un fantôme sous les regards de pitié et de mépris d'un monde auquel il n'avait jamais appartenu. Loin des projecteurs, le silence d'un couloir de service vide était plus assourdissant que le fracas de l'humiliation. Antoine s'adossa au mur froid, l'étui du violon pesant dans sa main comme s'il portait un cercueil. L'air semblait avoir été volé de ses poumons. Chaque respiration était un effort physique, une traction douloureuse d'oxygène vers un corps qui semblait s'être vidé. Les mots de Lambert résonnaient dans son esprit, non pas comme un cri, mais comme un poison lent, s'infiltrant dans chaque partie de son être. Imposture, copie bon marché, fraude, contrefaçon. Il ne ressentait pas de colère. La colère demande de l'énergie, un sentiment d'injustice qui lutte pour s'affirmer. Ce qu'Antoine ressentait était un vide profond, un effondrement intérieur. Ce violon n'était pas seulement du bois et du vernis, il était la matérialisation de son grand-père, de ses nuits blanches, de son âme. Et tout cela avait été profané, ridiculisé, transformé en déchet devant le monde entier. Il se sentait sale, un imposteur, exactement comme le maestro l'avait dépeint. La confiance, un arbre qu'il avait mis des décennies à cultiver dans son travail solitaire et honnête, s'était effondré en quelques minutes, transformé en sciure sous les pieds du maestro. Léo le trouva là, assis sur le sol en béton froid, la tête entre les genoux, recroquevillé comme s'il essayait de disparaître. Le garçon ne dit rien. La sagesse des enfants réside parfois dans le silence. Il s'assit simplement à côté de son père. Sa petite présence une encre fragile dans la tempête de honte qui ravageait Antoine. Il posa son épaule contre le bras de son père, un contact minime qui disait tout. « Je suis là, je te vois. Rentrons à la maison, mon fils, » murmura Antoine, la voix rauque, méconnaissable. « Ce n'est pas notre place ici. » Il regarda ses propres mains, les mêmes mains qui savaient extraire la musique du bois, qui connaissaient des secrets des veines et des résines. Et pour la première fois de sa vie, il les vit comme les mains d'un raté, des mains épaisses, calleuses, tachées de vernis, les mains d'un travailleur manuel qui avait osé rêver d'appartenir à ce monde de velours et d'applaudissements. Et ce monde l'avait recraché. Un faux espoir faible et pathétique brilla un instant. Peut-être les autres juraient, peut-être avaient-ils vu la vérité, mais ils savaient que c'était inutile. La parole d'Alain Lambert faisait loi dans cet univers. Personne n'oserait le contredire. L'histoire était déjà écrite. Il n'était plus un concurrent, il était une blague, une note de bas de page dans l'histoire du concours. L'anecdote qu'il raconterait lors des futurs dîners, celle de l'artisan idiot qui a essayé de tromper le grand maestro avec un morceau de bois verni. La promesse faite à son grand-père, il l'avait rompue.
Il n'avait pas seulement échoué à honorer l'héritage de sa famille, il l'avait traîné dans la boue de l'humiliation publique. Il se leva, le corps lourd, l'âme encore plus lourde. Il était prêt à disparaître, à retourner dans son atelier pour ne plus jamais en sortir. Il ne voulait que l'oubli, le silence de son bois qui ne l'avait jamais jugé. Mais alors, il sentit la petite main de Léo saisir la sienne, avec une force qui démentait sa taille. Et il entendit des pas s'approcher. C'étaient des pas légers, hésitants. C'était l'un des techniciens du son de l'événement, un jeune homme d'une vingtaine d'années, des écouteurs autour du cou. Il avait tout vu depuis les coulisses, son visage se tordant d'inconfort à chaque mot cruel du maestro. Il s'approcha, ne sachant que dire, mais sentant que le silence serait une complicité avec l'injustice. « Je suis vraiment désolé », fut tout ce qu'il parvint à murmurer, les mots sortant maladroitement. Ce qu'il a fait, ce n'était pas juste. Le jeune homme regarda l'étui du violon avec une révérence qui contrastait violemment avec le mépris du maestro. « J'ai entendu son son lors des tests de micro plus tôt. Il est spécial. » C'étaient des mots simples, mais dans ce désert de honte, ils sonnèrent comme un verre d'eau. Avez-vous déjà ressenti cette douleur, cette envie de tout abandonner? Avez-vous déjà vu votre valeur remise en question par quelqu'un qui ne vous connaît même pas, quelqu'un qui vous juge sans connaître votre combat, vos nuits blanches? Si vous avez déjà ressenti cette souffrance, cette envie de baisser les bras, écrivez « Je me bats » dans les commentaires, juste pour que je sache que vous comprenez ce qu'Antoine ressent et que vous êtes toujours là avec moi. Parce que la vraie force, parfois, se révèle dans les moments les plus sombres. Dans le couloir silencieux, la honte d'Antoine était un lourd manteau étouffant. Les mots gentils du jeune technicien du son furent un baume momentané, mais la blessure était trop profonde. « Merci », murmura Antoine, sa voix à peine audible. « Mais c'est fini. On s'en va, Léo », répéta-t-il, sa voix dépourvue de toute émotion, le son d'un homme qui s'était déjà rendu. Il se tourna vers le couloir sombre qui menait à la sortie, le chemin de la fuite. Mais Léo ne bougea pas. Il resta planté là, regardant le visage dévasté de son père, un visage qu'il n'avait jamais vu ainsi, sans la lumière calme de la concentration, sans le sourire discret de celui qui aime ce qu'il fait, et un calme inhabituel, une clarté qui n'appartenait pas à un enfant de 8 ans, envahit le garçon. « Papa », dit Léo, sa petite voix tranchant le lourd silence du couloir. « Tu ne l'as pas encore laissé chanter. » Antoine s'arrêta, se figea. La simplicité de la question le frappa plus fort que toute l'arrogance du maestro. Chanter. C'est ce qu'il disait toujours à Léo dans la quiétude de l'atelier. « Nous ne fabriquons pas un objet, mon fils. Nous apprenons au bois à chanter. » Il ne parlait pas de son, de notes, d'acoustique. Il parlait de l'âme de l'instrument. Et, au milieu de sa propre douleur et de son humiliation, il avait oublié la chose la plus importante. Il avait oublié la musique. La question de Léo n'était pas un reproche, c'était un rappel du but, de la vérité qui existait bien avant le concours, bien avant l'humiliation. L'âme du violon était toujours là, intacte, attendant. Le jeune technicien du son, qui observait la scène, sentit une boule dans sa gorge. Il avait grandi dans une famille de musiciens et reconnaissait la douleur d'un artiste lésé, mais il reconnaissait aussi la vérité quand il l'entendait. Impulsivement, mu par une vague de compassion et d'indignation, il s'approcha. « Monsieur, » dit-il à Antoine, la voix maintenant pleine d'une urgence nouvelle, « il y a une règle dans le concours, une vieille clause, presque oubliée. Chaque participant a droit à une réplique finale. C'est 3 minutes. Personne ne l'utilise jamais, parce que des situations comme celle-ci ne devraient pas arriver. Mais c'est dans le règlement. Vous avez le droit de parler. » Antoine secoua la tête, le regard perdu. Parler de quoi? Pourquoi faire? Pour être humilié à nouveau? Pour qu'il rie encore une fois? La peur d'affronter à nouveau cette scène était plus forte que tout désir de justice. « Non !» dit Léo avec une fermeté qui surprit tout le monde. Il fit un pas en avant, se plaçant entre son père et le technicien. Il se tourna vers le jeune homme. « Pas mon père. Moi. » L'idée était absurde. Un enfant sur scène. Ce serait un cirque. Mais le technicien, en regardant l'expression déterminée sur le visage du garçon, un sérieux qui contrastait avec ses joues d'enfant,
prit une décision qui allait changer sa vie. Il ne vit pas là un enfant en quête d'attention, mais un fils défendant l'honneur de son père. Je vais parler au régisseur de scène, dit-il, la décision se solidifiant dans sa voix. Je ne peux rien promettre, mais le courage d'un enfant. Parfois, les gens écoutent. Il ne termina pas sa phrase. Il se retourna simplement et courut vers la scène, laissant le père et le fils seuls dans le couloir. Antoine regarda son fils, abasourdi, le brouillard de sa douleur se dissipant devant l'acte incroyable de Léo. « Léo, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire ?» Léo se tourna vers son père. Ses yeux, qui avaient toujours été les miroirs du calme d'Antoine, contenaient maintenant une flamme propre. « Je vais leur dire la vérité, papa, » dit Léo, avec une simplicité dévastatrice. « La vérité qu'ils ne peuvent pas voir, la vérité sur ton violon. » La lueur de l'espoir, qui semblait éteinte pour toujours, se ralluma dans ce couloir froid. Non pas comme une flamme haute et crépitante, mais comme une braise tenace, brillant dans le noir, attisée par le souffle d'un enfant qui refusait de laisser la musique de son père mourir en silence. Le retour sur scène fut la marche la plus longue et la plus effrayante de la vie de Léo. Le régisseur de scène, un homme sceptique d'âge mûr, mais secrètement touché par la situation insolite, lui accorda les 3 minutes, plus par curiosité morbide que par sens de la justice. Le public, qui s'installait déjà pour le concurrent suivant, murmura de confusion en voyant la petite silhouette de l'enfant monter seul les marches, se dirigeant vers le centre de la scène. Le maestro Alain Lambert, depuis son trône au jury, souffla d'impatience, irrité par cette interruption bizarre qui ne faisait que prolonger ce qui était pour lui un drame inutile. Léo s'arrêta au centre de la scène, sous la même lumière qui avait humilié son père. Le micro était trop haut, un géant de métal pointé vers le plafond. Le jeune technicien du son, son seul allié dans cet univers hostile, accourut et l'ajusta murmurant un « Tu vas y arriver » avant de disparaître à nouveau dans les coulisses. Le silence qui s'installa était lourd, hostile, chargé d'attente et d'une pointe de moquerie. Une seconde, la peur le paralysa. Il regarda les centaines de visages inconnus, ombres anonymes dans l'obscurité, et son cœur s'emballa, martelant dans ses oreilles. Il chercha son père dans les coulisses et vit son visage, un masque de panique, d'espoir et d'un amour terrifié. Ce regard lui donna de la force. Il prit une profonde inspiration, un petit corps se gonflant de courage. « Je m'appelle Léo », dit-il, la voix un peu tremblante, presque un murmure qui atteignit à peine le premier rang. Il s'éclaircit la gorge et essaya de nouveau, plus fort. « Je m'appelle Léo, et cet homme là-bas, » il désigna Antoine qui se tassait dans l'ombre des coulisses, « c'est mon père, ce n'est pas un voleur. » Sa voix commença à prendre de l'assurance, nourrie par la conviction de sa mission. Il demanda qu'on rapporte le violon sur scène. Avec un soin qui reflétait les gestes de son père, un soin qui était un héritage en soi, il le prit. Il ne le tint pas comme un musicien, posé sur l'épaule, prêt à jouer. Il le tint dans ses bras comme un conteur tiendrait une ancienne relique. Le maestro a dit que ce bois est de qualité inférieure, commença Léo, sa voix résonnant dans le silence désormais attentif. Mais ce bois vient d'un épicéa que mon arrière-grand-père a vu tomber dans une tempête il y a 80 ans. Mon père dit que l'arbre était si fort qu'il a gardé le son de ce tonnerre en lui. Il passa ses petits doigts délicats sur le bois clair de la table d'harmonie. Et cette partie-là, continua-t-il, en tournant l'instrument et en montrant le fond en érable ondé, il dit qu'elle vient d'un arbre qui poussait si lentement, mais si lentement, au bord d'un ruisseau, qu'il a appris à être patient, et que sa patience, le son de l'eau, est dans la musique qu'il fait. Il ne parlait pas de technique, de densité du bois, d'acoustique, il parlait d'âme, il parlait d'héritage. Le public, qui auparavant se moquait ou regardait avec pitié, écoutait maintenant avec une attention hypnotique. Les mots du garçon, si simples et si purs, commençaient à désarmer le cynisme de la salle. Il était en train de transformer un objet de litige en un personnage, en un être avec une histoire, sous les yeux de tous. « Et le vernis, » dit Léo, approchant le violon de la lumière, faisant briller sa couleur ambrée.
Le maestro a dit qu'il est fait maison. Et c'est vrai. Ma famille fait ce vernis depuis 100 ans. Ce n'est pas chimique. C'est fait avec de la résine d'arbres qui pleurent et avec du miel d'abeilles qui butine les fleurs des montagnes. Mon père dit que ce n'est pas pour faire briller. C'est pour réveiller le bois. À chaque phrase, le récit changeait. Il ne s'agissait plus d'une accusation de plagiat. Il s'agissait d'un conflit entre deux mondes. Le monde industriel, technique et arrogant de Lambert, et le monde organique, spirituel et humble d'Antoine. Léo, avec sa sagesse d'enfant, exposait cette vérité. Il n'essayait pas de prouver que son père était un meilleur luthier en termes techniques. Il prouvait que le travail de son père appartenait à une dimension de valeur que l'argent ne pouvait acheter et que l'arrogance ne pouvait voir. Le violon n'était plus un objet, c'était un testament. Et la lente transformation s'opérait, non pas sur scène, mais dans l'esprit et le cœur de chaque personne qui l'écoutait. L'attention de la salle était entièrement tournée vers Léo. Il avait redéfini l'objet du litige, transformant une accusation de fraude en une leçon sur l'âme des choses. Mais les mots, aussi beaux soient-ils, ne suffiraient pas à effacer la tache de l'humiliation. Il avait besoin d'une preuve, d'un moment irréfutable qui transcenderait l'opinion pour entrer dans le domaine des faits. Le génie de son action suivante résidait dans sa simplicité dévastatrice. Il n'essaierait pas de jouer du violon de son père. Il savait que ses compétences d'enfant ne rendraient pas justice à l'instrument. Au lieu de cela, il utiliserait l'arme même de l'ennemi, sa plus grande force, contre lui. « Maestro Lambert » dit Léo, en regardant directement la table du jury, sa voix d'enfant maintenant chargée du poids d'un avocat de la défense, posant sa question finale. « Vous êtes considéré par beaucoup comme le plus grand violoniste du monde, n'est-ce pas, Lambert ?» Pris au dépourvu par l'interpellation directe et irritée d'être mis au centre de la scène par un enfant, se contenta d'un signe de tête arrogant et sec, un geste qui disait « évidemment ». « Et le violon que vous jouez, » continua Léo sans se laisser intimider, « est un Stradivarius, l'un des plus parfaits jamais fabriqués. » Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, montrant qu'il avait fait ses devoirs. « Oui, mon garçon. Où veux-tu en venir ?» La voix du maestro était impatiente, tranchante. « Pourriez-vous, s'il vous plaît, jouer une note sur votre violon ?» demanda Léo, avec une politesse qui désarmait l'agressivité du maestro. Juste une note, la note « La ». Le public retint son souffle collectivement. L'audace du garçon était incroyable. Demander au grand Alain Lambert de faire une démonstration de son Stradivarius, c'était comme demander à un roi de montrer comment sa couronne brillait. Lambert hésita une seconde, ses yeux se plissant. Il sentit le piège, mais il ne savait pas lequel. Refuser, cependant, serait un signe de faiblesse, un aveu que le garçon le contrôlait. D'un geste impatient et avec un regard qui promettait des représailles, il prit son propre violon, un instrument d'une valeur inestimable qui brillait sous les lumières. Il le positionna parfaitement, leva son archet et joua la note. Le son qui remplit la salle était la définition même de la perfection. Il était pur, cristallin, mathématiquement précis, un son qui valait des millions de dollars et des siècles de révérence. La note flotta dans l'air, impeccable, puis s'évanouit. « Merci » dit Léo avec un calme qui énerva le maestro. « Maintenant, s'il vous plaît, pourriez-vous jouer la même note sur le violon de mon père ?» Lambert rit, un son de pur dédain. « Pourquoi faire, mon garçon ? Pour entendre ce son de casserole et le comparer à la perfection. Quelle perte de temps !» Mais les autres jurés le regardaient, leur visage sérieux, et le public était dans un silence absolu. Un silence qui exigeait une réponse. Il était coincé. S'il jouait, il suivait le scénario d'un enfant. S'il ne jouait pas, il passerait pour un lâche. Avec un soupir théâtral d'ennui, il prit le violon d'Antoine, le tenant du bout des doigts comme s'il s'agissait d'un objet contaminé. Mais avant qu'il ne joue, Léo fit son coup final, le mouvement qui allait tout définir. « Attendez, dit-il, la voix claire et forte. Avant que le maestro ne joue, je veux que vous écoutiez ce que vous allez entendre. Ce ne sera pas un son parfait comme celui du Stradivarius, ce sera un son différent. » Il marqua une pause, s'assurant que chaque personne était suspendue à ses paroles. « Il aura une chaleur, comme le soleil de l'après-midi sur le bois.
il ne sera pas aussi net parce qu'il porte les souvenirs de l'arbre. Et à la fin de la note, si vous écoutez très attentivement, vous sentirez une petite vibration, un écho, qui met un peu plus de temps à mourir. Mon père appelle ça le soupir de l'arbre. C'est la preuve que le bois est encore vivant. Tous les yeux, y compris ceux des autres jurés, étaient maintenant fixés sur Lambert. La prédiction du garçon était si spécifique, si poétique et si technique à la fois, qu'elle semblait impossible. Lambert sentit une goutte de sueur couler sur sa tempe. C'était de la folie. Mais il n'avait pas le choix. Il leva l'archet, son visage un masque de mépris qui dissimulait à peine l'incertitude croissante. Et puis, il joua. La même note, là. Et cela se produisit. Le son qui émergea du violon d'Antoine n'était pas le son d'un objet. C'était le son d'une vie. C'était exactement comme Léo l'avait décrit. Il n'avait pas la perfection glaciale du Stradivarius, mais il possédait une chaleur qui semblait étreindre la salle, une richesse de tons et d'harmoniques que le son parfait ne pouvait atteindre. Il était complexe, imparfait et incroyablement humain. Et puis, alors que la note principale commençait à s'estomper, le miracle se manifesta. Subtil, mais indubitable, il était là, une petite résonance secondaire, une vibration qui persista dans l'air une seconde de plus, un soupir mélancolique qui sembla toucher l'âme de chaque personne dans la salle. Le soupir de l'arbre. C'était réel. Un silence comme celui-là n'avait jamais été entendu dans le grand auditorium. Ce n'était pas le silence de l'attente ou de la politesse. C'était un silence dense, lourd, un vide créé par la collision soudaine entre l'impossible et la réalité. La note, avec son dernier soupir, s'évanouit dans l'air, mais son écho demeura non pas dans les oreilles, mais dans les cœurs du public. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Pendant un instant d'éternité, le monde entier sembla retenir son souffle avec cette note. Le maestro Alain Lambert était figé sur scène, l'archet encore suspendu en l'air, la main tremblant légèrement. Son visage, autrefois un masque d'arrogance et de mépris, était maintenant pâle, défiguré par l'incrédulité. Ses yeux, qui quelques instants auparavant foudroyaient de mépris, étaient maintenant grands ouverts, fixés sur le violon d'Antoine, comme s'il regardait un fantôme. Lui, le plus grand expert du monde, l'homme dont l'oreille était considérée comme l'étalon or de la musique, avait été démasqué, et non par un rival, non par un critique, mais par un enfant de 8 ans, et par un son qu'il avait déclaré être un déchet, un son que lui, avec tout son génie, ne pouvait expliquer, mais que Léo avait prédit avec une précision effrayante et poétique. Son esprit, un palais de certitudes et de dogmes, s'effondrait. Chaque pilier de son autorité, construit au fil de décennies de succès, se transformait en poussière devant des centaines de témoins. Les autres jurés, assis à leur table, se penchèrent en avant. Leur visage, un mélange d'étonnement et d'admiration. L'une des jurées, une violoniste de renommée mondiale connue pour sa technique froide et précise, avait des larmes qui coulaient librement sur son visage. Elle n'essaya pas de les essuyer. Elle regarda vers les coulisses, cherchant Antoine, et quand ses yeux le trouvèrent, elle fit un léger signe de tête, un geste de respect profond et sans équivoque. C'était une excuse et une reconnaissance. Ils n'avaient plus besoin de preuves, d'analyses techniques, de débats. Ils avaient été témoins de l'impossible. Ils avaient entendu l'âme. Et puis, le silence se rompit. Ce ne fut pas un applaudissement poli. Ce fut une explosion, une ovation tonitruante, une vague de son qui sembla ébranler les fondations du conservatoire. Les gens se levèrent d'un seul élan, comme mus par une seule force, criant « Bravo, bravo !» non pas pour le maestro, mais pour le garçon sur scène et pour l'artisan invisible dans les coulisses. Le son était une catharsis, une célébration de la victoire de David contre Goliath, de la vérité contre l'arrogance. C'était le son de la libération. Hommes d'affaires, musiciens, critiques, gens ordinaires, tous unis par ce moment d'émotion pure, applaudissant avec une férocité qui était autant un hommage qu'une protestation contre l'humiliation dont ils avaient été témoins. Alain Lambert,
Sortant enfin de sa stupeur, regarda le public debout, les visages extasiés, et la réalité le frappa avec la force d'un coup de poing. Les applaudissements n'étaient pas pour lui, ils étaient pour sa défaite. Humilié, exposé, il laissa tomber le violon d'Antoine sur la table de velours, comme si l'instrument lui brûlait la peau. Sans un mot, sans un regard pour les autres jurés ou pour l'enfant qui l'avait détruit, il se tourna et quitta la scène précipitamment, presque en courant, sa réputation brisée par la pureté d'une seule note de musique. Ce son n'avait pas seulement prouvé la valeur du violon, il avait prouvé que Lambert, avec toutes ses connaissances techniques, était sourd à l'âme de la musique. Il n'a pas seulement été vaincu, il a été révélé. Sa fuite n'était pas celle d'un homme pressé, mais celle d'un roi détrôné, fuyant son propre château en flammes. Dans les coulisses, Antoine regardait tout, les larmes qu'il avait si longtemps retenues coulant enfin sur son visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de honte, c'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, d'un amour si profond pour son fils que ça faisait mal. Il vit le maestro s'enfuir, entendit l'ovation qui semblait ne jamais finir et sentit le poids de 20 ans de doute et de travail solitaire s'envoler de ses épaules. La validation qu'il avait cherchée, non pour lui-même, mais pour son grand-père, pour sa famille, pour le bois lui-même, était arrivée. Et pas de la manière qu'il attendait, mais d'une façon bien plus puissante et significative. Sur scène, au milieu de l'ouragan d'applaudissements, Léo resta calme. Il ne souriait pas. Il observait simplement, avec le sérieux de celui qui avait accompli une tâche importante. Il chercha son père dans l'obscurité des coulisses, et leurs yeux se rencontrèrent. Dans ce regard, tout fut dit. La fierté, l'amour, la gratitude. Le monde autour d'eux pouvait rugir, mais à cet instant, il n'existait que deux, père et fils, unis pour toujours par ce moment de courage et de vérité. La réaction du monde ne fut pas seulement un applaudissement, ce fut une conversion. Ce soir-là, personne ne quitta le grand auditorium de la même manière. Ils n'avaient pas seulement assisté à un concours, ils avaient assisté à la naissance d'une légende. Alors que l'ovation se poursuivait, Antoine s'avança lentement sur la scène, non pas comme un vainqueur marchant pour recevoir sa couronne, mais comme un pèlerin arrivant à son sanctuaire. Il ne regarda pas le public, ne regarda pas les jurés. Ses yeux étaient fixés sur Léo. Il s'agenouilla devant son fils et le serra dans ses bras, une étreinte qui contenait des décennies de travail silencieux, de peur, d'humiliation et enfin de rédemption. Le public, sentant la sainteté du moment, se calma progressivement, le son des applaudissements diminuant pour devenir un silence respectueux, impatient d'entendre l'homme derrière le miracle. Antoine se releva, tenant la main de Léo. Il s'approcha du micro, et quand il parla, sa voix était la même que toujours, calme, humble, sans aucune trace de triomphe ou de vengeance. « Merci », dit-il simplement. « Merci beaucoup, mais mon fils n'a pas prouvé que je suis un bon artisan. Il a juste rappelé à tout le monde quelque chose que parfois dans le bruit du monde nous oublions. Il prit son violon, cette fois avec la révérence qui lui était due, l'instrument maintenant transformé en relique devant tous. Nous nous soucions tellement du nom du Créateur, du prix de l'instrument, de la perfection de la technique, de la note exacte. Mais la musique ne vit pas dans ces choses. Elle vit ici, dit-il, en touchant doucement le bois du violon du bout des doigts. Elle vit dans la patience de l'arbre qui a attendu un siècle pour grandir. Elle vit dans le dévouement des mains qui l'ont façonné. Elle vit dans l'histoire que chaque pièce porte en elle. Son regard parcourut la salle, ne voyant pas une foule, mais des individus. Mon grand-père m'a appris que le meilleur luthier n'est pas celui qui impose sa volonté au bois, le forçant à se plier à sa technique. Le meilleur luthier est celui qui écoute, celui qui passe des années en silence, juste à écouter ce que le bois veut devenir. Le travail n'est pas de créer un son, mais de libérer un son qui existe déjà. Aujourd'hui, vous n'avez pas entendu mon travail. Vous avez entendu le chant d'un arbre qui a attendu très longtemps pour être entendu. La leçon flotta dans l'air, simple et profonde. Il ne s'agissait pas de gagner ou de perdre, il s'agissait d'authenticité, de la valeur qui ne peut être mesurée en argent ou en gloire.
Il s'agissait de comprendre que le véritable art n'est pas une performance pour le monde, mais un dialogue honnête et silencieux avec l'âme des choses. Antoine n'eut pas besoin d'attaquer Lambert. Il n'eut pas besoin de mentionner le mot fraude ou mensonge. Il montra simplement une vérité plus ancienne et plus puissante, que la dignité n'a pas besoin d'applaudissements pour exister, bien qu'elle les apprécie, et que le vrai talent, le talent qui touche l'âme, s'épanouit dans le silence de l'atelier, non dans le bruit de l'autopromotion. La plus grande victoire d'Antoine ne fut pas de prouver que son violon était bon, ce fut de prouver que son monde, le monde du silence, de la patience et de l'écoute, avait une valeur inestimable. Antoine Dubois ne gagna pas le prix de l'Archet d'or cette année-là. Le trophée doré, comme le voulait le règlement, fut attribué à un luthier techniquement impeccable, un homme dont le violon était une merveille de précision mathématique. Mais Antoine gagna quelque chose de bien plus grand, le respect. Il retourna dans son petit atelier, non pas à l'anonymat, mais à une nouvelle réalité. Dans les semaines qui suivirent, son vieux téléphone, qui sonnait rarement auparavant, n'arrêta pas. C'étaient des musiciens d'orchestres célèbres, des collectionneurs d'art, des professeurs de conservatoire du monde entier. Il ne voulait pas un instrument parfait. Il voulait un instrument avec une âme. Il voulait un Antoine Dubois. Sa vie ne se remplit pas de luxe. Il continua à vivre dans la même modeste maison, à utiliser les mêmes outils usés. Mais il n'eut plus jamais à s'inquiéter de les vendre. Sa liste d'attente pour un violon fait de ses mains s'étendit sur des années, puis sur une décennie. Il devint une légende silencieuse, un maître recherché non pas par ceux qui cherchaient la gloire, mais par ceux qui comprenaient la différence entre le son et la musique. Sa plus grande joie était de savoir que ses violons, les voix des arbres qu'il avait libérés, chantaient maintenant dans les plus grands théâtres du monde, joués par des mains qui comprenaient et révéraient leur histoire. Le maestro Alain Lambert ne fut plus jamais le même. Son arrogance, autrefois perçue comme l'excentricité d'un génie, semblait maintenant le fragile déguisement d'un homme vide. L'histoire du soupir de l'arbre se répandit comme une traînée de poudre dans le monde de la musique. Sa carrière continua. Il était toujours un nom puissant, mais la magie s'était rompue. Les critiques commencèrent à réévaluer son travail, notant une froideur, un manque de chaleur qui était passé inaperçu auparavant. Il devint une note de bas de page dans l'histoire d'Antoine, l'expert qui, dans son arrogance, n'avait pas su écouter. La plus grande ironie était qu'en essayant de détruire un artisan inconnu, il avait fini par l'immortaliser et par se diminuer lui-même. Et Léo, il ne devint ni musicien ni luthier. Ce jour sur scène éveilla en lui une passion différente, plus analytique. Il se fascina non pas pour l'âme de la musique, mais pour son corps. La physique du son, la façon dont les ondes voyagent, comment la géométrie d'un espace peut modifier une note. Il fut diplômé avec mention en ingénierie acoustique et devint l'un des concepteurs de salles de concert les plus renommés au monde. Un homme connu pour créer des espaces où la musique pouvait respirer, où même le plus subtil des soupirs pouvait être entendu avec une clarté cristalline. Il passa toute sa vie à s'assurer que d'autres voix de la forêt, créées par d'autres artisans honnêtes, auraient la chance d'être entendues avec la perfection qu'elles méritaient. Et dans chaque projet qu'il signait, il y avait un hommage silencieux au jour où la voix d'un enfant fut la seule acoustique qui compta. Si cette histoire sur le courage d'un père et d'un fils vous a ému d'une manière ou d'une autre, votre like nous montre que nous sommes sur la bonne voie, en racontant les histoires qui comptent vraiment. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Sérieusement, je les lis tous, et je tiens à répondre avec chaleur à ceux qui prennent un moment pour commenter et partager leur énergie. Et si vous croyez au pouvoir d'histoire comme celle-ci, qui prouve que la vraie valeur n'a pas de prix, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. La chaîne ne fait que commencer, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'élan et la certitude de continuer ce voyage. Je compte beaucoup sur votre aide. Ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des deux histoires que j'ai laissées à l'écran pour que vous la regardiez ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.